Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne Damaru Yoga. Désolé si je suis en train de suer, il fait vraiment chaud aujourd'hui, ça fait que je vais essayer de m'essuyer le plus possible. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une continuité de la dernière vidéo, Neti Neti, une méditation dans laquelle on écarte toutes les choses qu'on n'est pas pour trouver ce que l'on est. Pour faire un petit résumé, quand quelqu'un vous demande « Qui es-tu ?», on a tendance à dire le nom, l'âge, la profession, nos passions, mais on se rend compte en fait avec cette méditation que toutes ces choses peuvent changer, mais que notre sensation d'être nous-mêmes ne change pas. On a fait le même exercice avec le corps, donc si je coupe différentes parties du corps, l'une ou l'autre, il n'y a aucune partie du corps qui contient l'essence de qui je suis. Bien évidemment, il y a des parties que si on coupe, on meurt, mais ça veut pas dire que mon essence se trouve dans cette partie-là. Ça veut juste dire que cette partie du corps biologique a une fonction vitale. Donc, essentiellement, on s'aperçoit que je ne suis pas mes passions, je ne suis pas mon nom, je ne suis pas ma forme, je ne suis pas ma profession, je ne suis pas la personne qui pense non plus. Parce que la personne qui pense change d'idée constamment. Des fois, on change de philosophie, des fois, on change de position politique. Cette personne-là change constamment. Et encore une fois, dans cette méditation, on cherche notre essence, ce qui est essentiellement je, c'est-à-dire ça ne doit pas bouger, ça ne doit pas changer. Donc, je ne suis pas le corps, je ne suis pas la profession, je ne suis pas la pensée. Qui suis-je d'abord? La conclusion à laquelle on est arrivé, c'est qu'on est cela ou celui ou celle qui observe la pensée. Non pas la personne ou cela qui produit la pensée, mais cela qui entend, qui écoute, qui perçoit, qui observe que la pensée apparaît. Selon le Vedanta, on est Sakshin ou le témoin, celui qui témoigne non seulement des pensées, mais des sensations physiques et de l'univers en général. Si vous y réfléchissez, c'est la seule chose qui ne change pas dans toute votre vie, c'est la sensation d'être la personne qui a perçu toutes ces expériences, toutes ces relations, toutes ces histoires, toutes ces émotions. Mais naturellement, la question se pose, et j'ai eu justement la question dans quelques commentaires YouTube, alors si je ne suis pas cela qui pense, ben c'est qui pense? Pourquoi qu'il y a des pensées? La réponse du Vedanta, en fait, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui pense, mais il y a quelque chose qui pense. Et ce quelque chose, c'est un mécanisme qui s'appelle Antakarana, ou l'instrument intérieur. C'est un instrument parce que ça fonctionne comme un mécanisme avec différents engrenages qui s'imbriquent l'un dans l'autre pour faire fonctionner non seulement la pensée, mais donner une impression qu'il y a un « je » qui pense. Je vais vous expliquer un petit peu ces différents engrenages. On pourrait dire que le premier engrenage, mais des fois on le considère pas partie de ce système, mais on pourrait dire que c'est les 5 sens en fait. Parce que pour que notre conscience perçoive, pour qu'elle ait une relation avec le monde extérieur, l'information de ce monde doit passer par ses sens. Pendant toute la vidéo, on va utiliser le sens du toucher et la sensation d'un vent froid. Donc à ce stade, le vent touche ma peau et il y a une sensation de froid qui apparaît dans le corps. Il n'y a pas encore une pensée qui s'est produite, il y a juste l'expérience qui existe en ce moment. Après les indriyas ou les sens, la première pensée apparaît dans la première couche du mental qui s'appelle manas. Cette couche du mental, justement, nomme les choses pour les rendre conscientes. Et donc, la sensation de froid touche ma peau au niveau des sens. Manas va produire une phrase à l'intérieur de mon esprit. Il fait froid. Manas, c'est comme un mental primitif. C'est pas la partie du mental qui réfléchit, c'est simplement la partie qui constate. Il fait froid, il fait beau, il pleut. Donc, Manas génère un flot de pensées qui vient directement de l'expression, en fait, des sens. Donc, les sens s'expriment mentalement avec des phrases à travers Manas. Ensuite, il y a Ahamkara ou l'ego. Donc, on parle souvent de l'ego en Occident. On a aussi ce concept en yoga, en Vedanta, en Samkhya. Ahamkara, c'est le processus par lequel on s'approprie de la pensée. Si Manas dit « il fait froid », Ahamkara s'approprie de cette pensée et dit « j'ai froid ». C'est mon inconfort, c'est ma douleur. On a les sens qui perçoivent une information. Manas nomme cette information dans notre esprit pour qu'on en soit conscient. Et ensuite, Ahamkara s'approprie de cette conscience pour rendre le froid, la sensation de froid, mon expérience. Maintenant, c'est mon expérience, c'est pas « il fait froid », c'est « j'ai froid ». Et ensuite, on a Chitta ou le disque dur. Donc, pendant que Manas constate « il fait froid », qu'Ahamkara s'approprie « j'ai froid », Chitta se souvient
Chita se souvient que quand j'étais enfant, je me suis quasiment gelé les doigts. Je veux pas être dans le froid parce que l'année passée, j'ai eu une grippe. Tous des exemples qui viennent du passé, qui viennent renchérir non seulement les pensées, mais qui viennent calcifier, stabiliser la notion d'un je. Parce que quand je me souviens du passé, puis je dis « Ah, j'ai eu froid, j'ai été malade l'année passée », il y a un je qui commence à devenir de plus en plus clair. Mais en fait, c'est toute une construction de ces différentes parties du mental. Et finalement, le dernier engrenage, c'est Buddhi ou l'intellect. Buddhi fonctionne avec Viveka ou le discernement. Buddhi, c'est la partie de notre mental qui est capable de prendre des décisions, de réfléchir, de faire des réflexions philosophiques, de faire des réflexions profondes. Donc dans ce cas-ci, Buddhi va dire « je mets un manteau » ou « je rentre à la maison » ou « il fait pas si froid que ça, je peux continuer ». Buddhi va trancher par le pouvoir du discernement pour arriver à une décision. Voilà comment fonctionne le mental dans la plupart des philosophies reliées au yoga. Ça, c'est des principes qui viennent du Samkhya, du Vedanta. Puis en fait, dans différentes philosophies, ces différents noms ont différentes définitions. Donc, des fois, vous allez croiser le mot Chitta et ça va vouloir dire la conscience au complet. Ça va vouloir dire cela qui observe aussi Sakshin, l'observateur. Mais dans le contexte aujourd'hui, on va garder ça simple. Manas, c'est le mental qui observe, qui constate. C'est un mental qui est complètement lié au sens, qui exprime en fait ce que les sens ressentent. Ensuite, on a Ahamkara qui s'approprie de la pensée. Il fait froid, devient j'ai froid. Ahamkara est alimenté davantage par les souvenirs qui sont dans Chitta et qui, plus on a de souvenirs, plus on a des expériences, plus on a tendance à sculpter un ego, à sculpter une sensation de je. J'aime ci, j'aime pas ça, je veux ci, je veux pas ça, ça me fait peur, ça me fait plaisir, etc., etc. Si tout ça est trop stable, trop clair, ça veut dire qu'on est dans une définition d'un ego très, très, très réduite. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais ici, on a un peu la représentation de ce que je viens de vous dire. Plusieurs engrenages qui fonctionnent les uns avec les autres. Pas besoin de batterie, j'ai juste besoin de crinquer la montre, puis elle va fonctionner pendant plusieurs heures. Puis il y a même une pièce que quand je bouge mon bras, crinque la montre. Donc, j'ai même pas besoin de crinquer la montre. Comme la montre peut être crinquée simplement par le mouvement de mon bras, elle n'a pas une batterie à l'intérieur. Le mental fonctionne de la même façon sans avoir besoin d'un « je » qui pense ses pensées. C'est un mécanisme qui est crinqué par la simple perception. C'est-à-dire que dès que je perçois quelque chose dans le monde, cette perception-là va créer une sensation. Cette sensation va créer une pensée. L'ego à l'intérieur de moi va s'approprier de cette pensée. Les différentes expériences du passé vont renchérir et renforcer cet ego. Et ensuite, je vais prendre une décision par le pouvoir du discernement. Je dis bien « je prends une décision » parce que je suis en train de vous parler de façon conventionnelle, mais c'est même pas moi qui prends la décision. C'est tout ce système se fait tout seul, en fait. C'est quoi qui fait qu'on réagit tous de façon différente? Donc, si on a tous le même mécanisme, c'est qu'on a tous un chitta différent. C'est-à-dire que nos mémoires, notre passé, nos éducations ont façonné l'ego de plus en plus jusqu'à créer un ego particulier qui semble être différent de toutes les autres personnes. Comme vous voyez, j'ai dû changer mon t-shirt parce qu'il fait très chaud ici à Montréal. Mais on va continuer quand même avec les questions qui ont été posées dans ma dernière vidéo. Ces questions vont nous aider à pousser un petit peu plus notre compréhension du Vedanta et comment le yoga, le Vedanta, le Samkhya, différentes philosophies indiennes conçoivent l'esprit humain. Pour répondre à ces commentaires, je vais prendre les concepts qu'on vient d'étudier, c'est-à-dire le mécanisme du mental, l'instrument intérieur. Donc, le premier commentaire dit « Mais si j'observe ce que je pense, comment s'explique que je contrôle ces pensées? L'observation sous-entend une sorte d'état passif et mon « je » est quand même actif. » La réponse du Vedanta à cette question serait que le « je » qui pense prendre des décisions, qui pense agir dans le monde, en fait, n'est qu'un produit de ce mécanisme qu'on vient d'étudier. Non seulement les pensées sont produites par ce système, mais aussi la sensation d'un « je » qui pense ses pensées, qui prend ses décisions. Comme je disais dans la dernière vidéo, le soi véritable, selon le Vedanta, est cela qui observe les pensées et cela qui observe ce mécanisme du mental se manifester. Un exemple qu'on peut donner, c'est comme une voix en off dans un film. Donc, quand on voit un film et il y a une voix en off qui semble être séparée de l'univers du film ou qui semble ne pas être dans le même temps, disons que c'est une voix du futur
qui raconte le passé, puis nous, ce qu'on voit dans le film, c'est le passé. Il y a une distance temporelle entre la voix et les images. De la même façon, on a l'impression que notre pensée a une distance avec le monde. Mais plus on médite, plus on a l'impression que la pensée, comme la voix en off, en fait partie de l'illusion. Elle fait partie du film. Donc, dans le film, il y a l'apparence que cette voix est séparée des événements présents, qu'il y a une distance entre cette voix et ce qui se passe dans le film. Mais en fait, la voix est dans le film. C'est la même chose avec la voix dans notre mental. On voit ce monde qui semble être une illusion, selon le Vedanta, créée par Maya. Et la pensée, elle aussi, est produite par Maya. Est produite par l'illusion. La deuxième réponse que j'aimerais donner à ce commentaire, c'est que en fait, on ne contrôle pas tellement que ça les pensées. On a peut-être l'impression d'avoir un certain contrôle sur celles-ci, mais dans la réalité, on les contrôle pas vraiment, puis je vais vous donner quelques exemples pour le prouver. Premier exemple, c'est celui de quelqu'un qui s'assoit pour résoudre un problème de mathématiques. Ici, on semble contrôler la pensée comme un instrument parce qu'on a un objectif qui est celui de résoudre ce problème et on a une méthodologie, on s'assoit, on suit cette méthodologie et avec discipline, on arrive à un certain résultat. C'est vrai que jusqu'à un certain point, celui qui va faire une tâche de ce genre est en train d'utiliser son mental, mais il y a un autre côté qui n'est pas contrôlé du tout. Donc, pendant que vous faites votre exercice de mathématiques, vous allez penser peut-être à l'épicerie. Ensuite, vous allez peut-être penser à que vous avez, je sais pas, un conflit au travail avec quelqu'un. Puis la pensée de l'épicerie va vous faire partir pendant quelques instants, quelques secondes à « Ah, il faut que j'achète des carottes, il faut que j'achète du sel, etc., etc. » Et la pensée du conflit au travail va peut-être même faire surgir des émotions, donc des inconforts émotionnels. Tout ça pendant qu'on est en train de résoudre le problème mathématique. Ces pensées, la pensée de l'épicerie, la pensée du conflit, je n'ai pas choisi de les penser. Elles sont apparues à mon esprit, je les ai subies. Donc ces pensées, en fait, je ne les ai pas contrôlées. Il y a une partie du mental qu'on ne contrôle pas, qu'on subit en fait. Un autre exemple est celui des mantras, qui est très similaire. Donc, quand on s'assoit, répéter des mantras, on choisit ce qu'on pense. On choisit les paroles dans notre tête. Puis en fait, vous allez vous apercevoir, si vous y pensez vraiment, qu'on choisit rarement les paroles qui sont dans notre tête. C'est rare consciemment, on décide de dire quelque chose avec les paroles dans notre tête. Quand on fait des mantras, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, je choisis consciemment les paroles qu'il va y avoir dans mon mental. Puis c'est très rare qu'on fasse ça, en fait. Mais même quand je récite mes mantras, à moins que je sois vraiment, vraiment absorbé dans ma pratique, il va y avoir d'autres pensées qui vont surgir entre mes mantras. Et je vais devoir assumer que je contrôle pas 100% mon mental parce que mon objectif, c'est juste de dire les mantras. Par contre, d'autres pensées apparaissent. Le dernier exemple est celui de la méditation. Si vous avez pratiqué de la méditation, vous savez que vous pouvez pas juste arrêter de penser. Si vous essayez juste d'arrêter de penser, à moins que vous soyez très, très avancé dans le chemin, vous allez vous apercevoir que vous contrôlez pas la pensée. Elle surgit d'elle-même. Donc, jusqu'à un certain point, on peut utiliser le mental pour résoudre un problème de mathématiques, pour réciter un mantra, pour réfléchir sur une philosophie, mais en grande partie, je dirais peut-être la plus grande partie de notre activité mentale arrive d'elle-même, apparaît d'elle-même. Donc, cette notion qu'on contrôle le mental, c'est une notion qui vient de ahamkara, de l'ego qui s'approprie de la pensée, comme on a dit tout à l'heure. Donc, l'ego, en s'appropriant de la pensée, on revient à l'exemple de « j'ai froid ». Donc, Manas dit « il fait froid », ahamkara, l'ego dit « j'ai froid ». Donc, je m'approprie de la pensée et en m'appropriant de la pensée, je crée une sensation qu'il y a quelqu'un qui pense. Maintenant, la question, c'est d'où vient cet ego-là. Pourquoi dans le mécanisme du mental, il y a un engrenage qui particulièrement s'approprie des pensées, s'approprie des expériences? C'est une question très complexe, puis il y a beaucoup de réponses, beaucoup de directions dans lesquelles on pourrait répondre à cette question, mais la réponse que je trouve qui est le plus claire, le plus concise, c'est que en fait, on est des fractales de l'univers. Étant des fractales de l'univers, on contient toutes les qualités de l'univers. Comme une goutte d'eau de l'océan contient toutes les qualités chimiques de cet océan-là. Quand le Brahman, la monade, le cosmos, peu importe comment vous l'appelez, quand la monade décide d'exister, donc elle est dans un état neutre,
inexistant mais parfait, harmonie parfaite. Le Brahman décide d'exister, de se matérialiser. Il y a un son qui apparaît. Dans les traditions dharmiques, on parle du son Om. Des fois, on parle même de Soham, je suis. Dans la tradition abrahamaïque, on parle du verbe. Donc, c'est le verbe qui a créé le monde. Mais il y a un son qui apparaît quand la volonté d'exister et l'univers se déploie. Peu importe comment ce son se manifeste, on peut seulement l'interpréter comme l'affirmation de l'existence. C'est-à-dire que ce son veut dire, son véritable sens profond, c'est « j'existe »,« je suis ». En anglais, on utilise « I amness ». Beingness, mais I amness surtout. En français, on n'a pas vraiment de terme. On pourrait dire être-té, mais ça manque de précision par rapport au terme I amness. Donc, ce sentiment de I amness, comme je disais tout à l'heure, on est des fractales de l'univers, donc on a toutes ces qualités de l'univers en nous. Ce sentiment de I amness existe en nous. Par contre, dans la projection dans laquelle on vit, dans ce monde 3D, on a l'impression d'être séparé d'autres individus et d'autres objets. Et cette sensation de séparation, plus cette sensation de I amness, d'être, d'exister, comme le Brahman, comme la monade, qui décide de se matérialiser, cette combinaison entre je suis, limite entre moi et le reste, crée l'ego, crée ahamkara. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose dans le processus du mental qui va s'approprier de la pensée, qui va créer un je. Et ça montre qu'en fait, le je n'est pas un ennemi. L'ego n'est pas le méchant. Dans ces traditions, on a souvent tendance à pointer du doigt l'ego, il faut détruire l'ego. Mais en fait, l'ego, comme une fleur qui pousse d'un arbre, est simplement l'expression de l'univers. À partir de là, la pratique spirituelle, selon moi, ne devrait pas être de détruire l'ego, mais de simplement le laisser à sa place, de ne pas lui donner tout le leadership, tout le pouvoir de prendre des décisions. Comme je disais tout à l'heure, c'est Buddhi qui prend les décisions, mais Buddhi peut être au service de Ahamkara, de l'ego, ou au service de Sakshin, notre vérité profonde, le témoin. Encore une fois, le témoin ne parle pas, mais dans une sorte de télépathie, il est quand même capable de communiquer c'est quoi qui est bon pour nous spirituellement pour grandir. Et ensuite, le deuxième commentaire dans ma vidéo YouTube, c'est « Et du coup, c'est qui parle? » Donc, c'est une très bonne question parce que si je dis qu'il n'y a pas un je puis qu'on est tous le Brahman, on est tous l'absolu, c'est qui parle? Autant dans ma tête que quand je vous parle dans la vidéo YouTube, c'est qui est en train de vous parler en ce moment? Il y a deux réponses. On peut répondre de façon conventionnelle, puis je vais vous dire, c'est l'ego, c'est Philippe qui vous parle. En fait, c'est ce construit, cet instrument mental que j'ai décrit avec Manas, avec Chitta, avec Buddhi, avec Ahamkara, qui me donne l'impression d'être quelqu'un, et ce quelqu'un-là prend différentes directions dans ce monde. Ça, c'est la réponse conventionnelle. Si on y va d'une façon un petit peu plus profonde, puis en fait, on prend la caméra, puis on s'en va vers l'arrière, ce qui parle vraiment, ce qui pense vraiment, ce qui pleure vraiment, ce qui fait la guerre, ce qui fait la joie, ce qui fait la paix, c'est le Brahman. Parce que tout est le Brahman. La monade, le Brahman, se manifeste dans plusieurs individus, dans plusieurs objets, dans plusieurs formes, comme l'océan se manifeste dans plusieurs vagues. Dépendamment du stade de vie de la vague, il y a des vagues qui sont très hauts, c'est-à-dire très loin de la source de la monade, tandis qu'il y a des vagues qui sont en train de retourner vers celle-ci. Mais toute séparation de la monade est une illusion. Même si la vague est haute et semble être loin de la source, elle est toujours attachée à celle-ci. De la même façon, certains individus semblent s'éloigner de leurs racines spirituelles, d'être extrêmement matérialistes et de nier toute forme de spiritualité, d'âme. Et d'autres individus semblent être plus spirituels et plus proches de la source. Mais les deux individus, ultimement, vont tout le monde, tout va retourner vers la source, comme toutes les vagues retournent vers l'océan. Donc ça répond à la question de pourquoi il y a certains individus qui décident de revenir vers la monade. Si je suis en train de dire il y a personne, il n'y a pas quelqu'un, comment ça se fait qu'il y a certaines personnes qui décident d'entreprendre une vie spirituelle ou une discipline spirituelle, puis il y a d'autres personnes qui décident de vivre une vie complètement matérialiste. Puis je suis pas en train de juger ici l'un ou l'autre. C'est qu'en fait, la monade veut l'illusion. On a déjà parlé de ça dans d'autres vidéos, mais la monade était toute seule et elle voulait expérimenter. Et pour expérimenter, on a besoin d'une personne, de quelque chose qui fait l'expérience. On a besoin d'un objet séparé qui est expérimenté et on a une troisième dimension qui est l'expérience elle-même. Donc à la base, la monade doit se diviser pour faire la création de l'expérience. Les individus
individus, les choses qui semblent s'éloigner de l'esprit, qui semblent s'éloigner de la monade, en fait, ne s'éloignent pas vraiment de la monade, ils sont toujours ancrés et enracinés dans celle-ci. Certaines vagues tombent dans l'eau avant d'autres vagues, mais toutes les vagues finissent par tomber dans celle-ci. Donc, la monade veut l'illusion. Elle veut certains individus qui s'éloignent de l'amour, qui s'éloignent des principes spirituelle parce qu'elle veut faire l'expérience de toutes les possibilités. Donc c'est ça qui explique qu'il y a certaines personnes qui décident, qui semblent décider, parce qu'encore une fois, c'est juste le mouvement des vagues. Donc essentiellement, s'éloigner et se rapprocher du Brahman reste dans le Brahman, dans la monade. On n'est jamais sorti de la monade vraiment. Comme la vague qui est très haut, qui semble être éloignée de la source de l'océan et la vague qui est très proche de l'océan, qui est sur le point de rentrer dans celui-ci. Ces deux vagues, même si elles sont loin et proches, en fait, les deux sont encore l'océan. Ils n'ont jamais été autre chose que l'océan. Donc ici, il y a un paradoxe. Justement, mon ami qui écrivait sur YouTube, mon ami croit à un jeu actif. Moi, personnellement, je pense que c'est un paradoxe. Imaginez que l'univers, c'est de la vibration, en fait. Puis je prends cet objet qui semble être dur, un objet matériel, mais imaginez que c'est les atomes, des protons, des électrons qui sont en train de tourner super vite, puis d'une certaine façon, ces vibrations causées par ces mouvements très rapides créent l'illusion d'un objet solide. Le Vedanta explique le monde de cette façon. Tout est nad, tout est vibration. Donc si tout est vibration, c'est quoi le destin dans cette vision du monde? C'est simplement que les vibrations s'affectent les unes et les autres et cela donne certains résultats. Comme quand vous jouez une tierce en musique, ça va toujours donner la sensation d'une tierce. Donc deux vibrations vont toujours créer le même résultat d'une certaine façon. S'il y a une vibration qui bouge ici, ça va bouger l'autre vibration dans l'autre direction, etc., comme un océan. Et donc le destin, en fait, vu que tout est vibration, toutes les vibrations sentent influence. Il n'y a pas un destin qui est écrit, mais il y a un mouvement naturel des choses, une fluidité naturelle dans les vibrations de l'univers. Quand je prends une décision, j'ai l'impression que j'ai un libre arbitre. J'ai l'impression que c'est moi qui décide. Mais en fait, cette décision, cette pensée que j'ai eue, c'est un vritti, c'est un mouvement, une vibration du mental qui m'a poussé dans une certaine direction. Donc, paradoxalement, oui, on prend des choix et ces choix-là sont importants dans notre vie parce qu'on est des co-créateurs dans cet univers, mais d'un autre côté, on n'a aucun choix à prendre parce que le monde est une vague. Le monde est un océan qui bouge par lui-même, puis on peut rien faire pour changer vraiment la direction de cet océan. Donc c'est un paradoxe. Puis j'aimerais finir cette vidéo en expliquant justement que quand on parle de non-dualisme, on va toujours tomber dans la dualité quand on utilise des mots. C'est impossible, en fait, de parler de non-dualité. Ça, c'est essentiellement parce que les mots sont duels. Quand j'utilise un mot, quand je nomme quelque chose, par exemple, ça, c'est un téléphone cellulaire. Quand je nomme ça, je prends cet objet de la soupe cosmique, de l'univers, qui pourrait être n'importe quoi. Si je viens d'une tribu et j'ai pas donné un nom et une fonction à ce cellulaire, c'est pas vraiment un cellulaire. C'est juste comme un objet de plus dans la soupe cosmique. Donc, quand on nomme quelque chose, en fait, on le prend de la soupe cosmique, on le prend de la monade, on le sépare et on le définit comme un individu séparé. Donc, le langage est nécessairement dualiste. Il est fait pour ça. Les paroles ne peuvent pas exprimer la non-dualité. C'est pour ça que c'est des philosophies complexes. Et ces philosophies ne mènent pas nécessairement à trouver une réponse rationnelle et logique à nos questions. Elles visent à nous ramener dans un état mental qui nous permet d'observer le ridicule dans tout ça, qui nous permet d'apercevoir Maya, l'illusion dans le monde. Toutes les techniques du Vedanta, Neti qu'on a pratiqué la dernière fois, ou même la réflexion qu'on est en train d'avoir en ce moment sur les différentes couches du mental, peuvent nous amener à observer comment le monde n'est pas comment on le perçoit. Et c'est ça Maya. C'est ça l'illusion. Bonne pratique.